Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui, l'entreprise qui m'a été proposée par Hervel et OCI. Donc je ne connais pas du tout cette entreprise, c'est une entreprise qui est cotée sur le marché des Pays-Bas. Donc on est sur les matériaux de base, peut-être un équivalent à Air Liquide. Bon, après il y a d'autres sociétés dans les matériaux de base autres que dans le même univers qu'Air Liquide. On va voir ça tout de suite. Donc OCI est l'un des principaux producteurs et distributeurs mondiaux d'azote, de méthanol et d'hydrogène. Il contribue à la décarbonisation des industries à forte impact qui façonnent, nourrissent et alimentent le monde. Grâce à ses produits propres et ses solutions pratiques, OCI améliore la façon de travailler et de vivre en rendant les transports plus propres, les produits plus écologiques et les récoltes meilleures. En tout cas, c'est un vaste programme. En tant que leader révolutionnaire de son industrie, le groupe soutient aujourd'hui la sécurité alimentaire et énergétique et développe des solutions plus propres pour demain. Alors, OCI est positionné stratégiquement avec des capacités et des actifs mondiaux inégalés, ce qui lui donne l'infrastructure et le réseau nécessaire pour fournir des produits de haute qualité rapidement et à grande échelle. Nombre d'employés, 4021 personnes. Ok pour ça. Donc, si on regarde un petit peu, donc déjà ce que je voulais regarder, le cours, il est à 23,32 € actuellement. On est à moins 1,73% à l'heure où je vous fais la vidéo. Sur 5 jours, il a gagné 4,62%. Par contre, depuis le début de l'année, on est à moins 30,22%. Donc déjà, on pourra dire que le titre est quand même sans doute sur un prix correct. Parce que 30% depuis le début janvier, ça commence à faire. Après, 30%, ça commence aussi à faire, et il doit y avoir des raisons pour ça. Alors, est-ce que le titre a de bons fondamentaux? Ça, je ne sais pas, on va le voir plus tard. Au niveau de l'activité, donc ce qui est pas mal là maintenant, c'est d'avoir les petits graphiques ici. Donc on peut voir les répartitions. Ensuite, on a par région aussi. Donc là, l'Europe, 43,7%, ça représente pratiquement la moitié. Au niveau des dirigeants, on a Nassef Saziris, je pense que je le prononce mal. On le retrouve dans les administrateurs aussi. Si on continue au niveau des actionnaires, une fameuse personne ici qui possède 38 millions de OCI. Donc déjà ça c'est un truc plutôt bon à voir. On voit qu'après il y a 8,53% qui appartiennent. Alors ça c'est peut-être les enfants, je sais pas. En tout cas il y a le même nom de famille. Donc j'imagine qu'on est sur la même famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a pour les employés? Pour les employés je ne le vois pas. Mais le fondateur est toujours à la tête de la société. Donc on est sur Amsterdam, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, à ce niveau-là, je pense qu'on a fait le tour. On va aller voir maintenant les fondamentaux de la société. Alors, au niveau de ces fondamentaux, donc on a une capitalisation, donc on va prendre l'année 2022, puisque 2023 n'est pas terminé, à 7,522 milliards. En tout cas, déjà, on peut voir que pour 2023, ça va baisser. Ensuite, valeur d'entreprise, 8,680 millions. Ce qui nous donne
un PER à 6,11. Là, le PER est pas excessif, hein, 6 fois les bénéfices. Et donc, il remonte à 18,3. Donc, là, on va dire que le PER est assez bas, donc la société est sans doute sous-évaluée, ou en tout cas, elle est à un prix, comme je vous ai dit, intéressant. Alors, au niveau du rendement, donc on a un rendement à 19,7%, ce qui est quand même très important, peut-être un peu trop même. 8,78 pour 2023, donc on a une baisse quand même assez importante. Bon, ils ont peut-être fait des résultats exceptionnels cette année. Si on regarde le graphique ici, sur les dividendes, on voit que 2023, donc le versement du dividende de ce qui est versé en 2023 représente 150%, plus de 150% du bénéfice. Ce qui veut dire que là, en fait, la société a emprunté pour verser un dividende aussi élevé. Donc j'avoue là que je ne comprends pas, ils vont pouvoir nous l'expliquer. N'hésitez pas hein, d'ailleurs à mettre un petit info dessus si vous connaissez le dossier, ou si vous êtes déjà sur le dossier. Continuer au niveau là de l'évolution du compte de résultat. Donc on voit le graphique, on voit qu'on a donc un résultat d'exploitation en jaune aux alentours de pour 2023. 2022 on était au-dessus des 30%, ce qui est plutôt pas mal. Et au niveau de la marge nette, on est 2022 au-dessus de 10%, et là pour les prochaines années à venir, on va être stable aux alentours de 9%. C'est pas mal. Voilà. On voit que 2019 avec la crise 2020, ils ont été quand même assez bas. Hein, ils ont dû perdre pas mal. On a qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut voir, le chiffre d'affaires hein, évidemment. Donc 2022 il a explosé. Alors c'est ça qui explique les dividendes qu'on a pu voir pour 2022, hein, 19,7. Et on voit qu'en 2023 ça revient un peu plus à la normale. Et donc le chiffre d'affaires explose un peu moins, on est même plus sur une stagnation. Donc du coup le dividende devrait plus se stabiliser. Donc, si ça s'explique comme ça, pourquoi pas, mais il y a toujours cette problématique ici hein, du dividende versé à plus de 150%. On est presque à 175 en 2023. En 2022 on était à 125%. 2024-2025 on est à 100% aussi de versement de dividendes. Donc non, ça c'est pas bon. Hein. Les fondamentaux doivent vraiment être exceptionnels et encore. Au niveau du chiffre d'affaires, on a 9 milliards 713 millions pour 2022 et 2023 évidemment, on revoit cette chute hein, donc 5 milliards 698 millions. Et ensuite, on a de nouveau une petite progression qui va être beaucoup plus légère, ce qu'on a vu sur le graphique juste avant. L'EBITDA, donc l'EBITDA fait la même chose. La marge d'exploitation, je vous disais 33,9% en 2022, ce qui est vraiment très très bon. Après, on est aux alentours de 20%, c'est quand même bien. Franchement, on va pas non plus être trop exigeant, mais c'est quand même correct au niveau des 20% en marge d'exploitation. La marge nette, par contre, on voit que 12% en 2022, c'était super, mais après, là, ce qui reste à venir, on est aux alentours des 6%, entre 6 et 7. C'est trop bas, et entre la marge nette et la marge d'exploitation, il y a quand même de quoi aller chercher. Donc, ça serait bien qu'elle aille les chercher, justement. L'EBITDA, bon, bah, forcément, il fait les mêmes trajectoires que le chiffre d'affaires avec à peu près tous les autres résultats. Le cash flow, il est positif 2022 à 2 milliards 955 millions. Et ensuite, il restera positif, mais on voit qu'il se dégrade à fur et à mesure, hein, normal, avec les dividendes énormes qui versent. Et on a donc pour 2022 un dividende à 7,05 €. Ah, c'est pas... Ça va être bon à prendre ça quand même pour ceux qui sont sur l'action. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui étaient sur le dossier, sur ce dividende-là. Parce que même à prendre le dividende et puis après vous ressortez du dossier à la limite, hein, mais c'est vrai que c'est un beau dividende. Là, j'avoue. Mais là, on est typiquement sur une société, pour le moment, en tout cas, de ce que je vois, ça va pas tenir. Ça peut pas tenir. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va voir la situation du bilan. Donc là, on va voir. On a, bon, on voit à peu près le même graphique. Hein. Vous voyez, le chiffre d'affaires, ça se développe quasiment de la même façon. On a de la dette.
Là, on voit la dette. On voit que la dette a tendance à augmenter entre 2022 jusqu'à 2025 en projection. Forcément, hein, si vous versez un dividende et que vous êtes obligé de faire des emprunts pour verser le dividende, ça pose problème. Donc c'est pas forcément une bonne stratégie. Après, on voit que par le passé, la société avait des dettes plus importantes. Même 2022, où elle a fait une super année, hein, je pense que ça va être vraiment une année record pour eux, on le voit dans les chiffres, ça n'a pas suffi pour ne plus avoir du tout de dettes. Est-ce que c'est un business qui impose forcément d'avoir énormément de dettes? Je ne sais pas. La dette, hein, elle progresse tout le temps. Et elle progresse bien même. Au niveau du leverage, on est en dessous de 2, donc là, pas de souci, c'est correct. Les free cash flow, pardon, on l'a vu tout à l'heure, donc ça a un peu tendance aussi à baisser. Le ROE, pour voir s'ils ont un avantage concurrentiel, donc ils n'ont pas d'avantage concurrentiel a priori, là, pour 2022. Et par contre, à partir de 2024, ils seraient susceptibles d'avoir un avantage concurrentiel. 30,3%, c'est pas un petit avantage, hein, c'est un bel avantage concurrentiel là quand même. Donc ça peut être éventuellement source d'intérêt, qui est tout de suite calmé par les capitaux propres, hein, puisque les capitaux propres, on voit donc pour 2022, on ne les a pas, mais si on regarde 2023, on a des capitaux propres à hauteur de 2,196 milliards. Et on remonte au-dessus, on regarde la dette, et la dette est de 2 milliards pour 2023, 2,518 millions. Donc les capitaux propres ne couvrent pas la dette. Donc là déjà, pour moi, ça c'est je bannis direct. Et on voit que ça va être de pire en pire, puisque 2024 et 2025, on sera même pas... on aura plus d'1 milliard d'écart sur les capitaux propres par rapport à la dette. Donc là, c'est pas bon du tout à ce niveau-là, ça j'aime pas du tout. Gros dividendes, grosse dette et capitaux propres qui ne tiennent pas la dette, ça m'inspire pas. Alors par contre, ce qu'on voit, c'est qu'ils investissent énormément. Donc est-ce qu'ils ont racheté encore est-ce qu'ils ont racheté un de leurs concurrents? Est-ce qu'ils ont investi dans une société pour essayer de ramener un petit peu de croissance externe? Là, ça serait peut-être à creuser ou à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à faire partager à la communauté. On voit en 2023 11,5% d'investissement en CAPEX, 11,8% en 2024 et 9,60% en 2025. Vous commencez à investir 10% de votre CAPEX, ça c'est quand même mal. Après, ce qui est bizarre, c'est que c'est ça qui nous pose problème là en fait, c'est qu'il y a une grosse dette, ils investissent énormément et ils versent un gros dividende. Et là, il y a un truc qui va pas ensemble, c'est le dividende qui va pas dedans. Si vous avez de la dette liée au fait que vous investissez beaucoup, que vous rachetez un grand ou que vous rachetez une société pour faire de la croissance externe, c'est bien. Mais dans ce cas-là, faites un dividende qui soit plus abordable, qui soit un petit dividende, comme on peut voir sur une société, par exemple comme Alstom. Alstom aujourd'hui verse un dividende de 0,25 centimes, je crois. C'est un tout petit dividende, ça représente quasiment rien, mais il le verse. C'est très bien, et on voit que la société est endettée. Il faut d'abord qu'ils consolident un peu leur business et leurs fondamentaux, et après ils pourront commencer à faire grossir un petit peu le dividende. Là, j'ai l'impression qu'on fait un peu l'inverse. Là, on se dit, on garde le dividende pour pas perdre nos actionnaires. Donc ça peut être dangereux. Vous voyez la performance sur l'année, hein, depuis le début de 1er janvier, ils sont à moins 30,22%. Ça, c'est censé être des concurrents à eux, que je connais pas. Et les concurrents, on en a qui sont même, on va dire plus de 30%. C'est déjà super. Et on en a dans le négatif, mais de là à 30, à moins 30, il y a vraiment que pour le moment. Ça aussi, c'est à faire attention. Ensuite, ici d'ailleurs, on peut voir une note. Là, il y a la note sur OCI. Donc là, au niveau la note trading, donc là, c'est pas top du tout. Et la note investissement, donc là, c'est encore pire. Et on voit, d'ailleurs, ils ont le même avis. Au niveau des fondamentaux, c'est pas bon. Et au niveau du prix, ça me paraît plutôt correct. Après, on va aller voir un petit peu plus après.
La visibilité pour l'avenir, tout dépend de ce qu'ils ont fait avec leurs investissements, mais on voit quand même que la visibilité, elle est pas super. Et après, le reste, bon, c'est pas bon. Le momentum, c'est pas le bon, et le consensus, c'est pas bon non plus. Ah, ça, c'est bien. Sur Zone Bourse, vous avez ce genre d'indicateurs qui sont intéressants aussi à regarder une fois que vous avez fait votre analyse rapidement. On va aller voir le graphique maintenant. Alors, on se retrouve donc sur le graphique de OCI. Donc là, graphique long terme. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir là qu'elle est posée sur la moyenne mobile 100 périodes en jaune. Vous voyez, la bougie a été la toucher avec une petite mèche. Et ensuite, hop, elle est remontée. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, elle a traversé aussi la moyenne mobile 50 périodes. Moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 20 périodes qui est bien au-dessus puisqu'elle est à 30-50. Donc là pour le moment on n'a pas une tendance baissière, on a plutôt une tendance haussière. On est sur un point assez bas quand même puisqu'on est au niveau de la moyenne mobile 100 périodes. Et la moyenne mobile de 100 périodes, par contre, on ne la voit pas. Il ne doit pas y avoir assez de recul sur la cotation de la société. Donc du coup, on n'a pas la visibilité dessus. On va regarder par rapport au 440 que fait cette petite société. On regarde là sur 5 ans comparé avec le 440. Donc on voit que aussi sous-performe le 440, en tout cas là sur ces derniers mois. Au final, il y a eu une période où ça a sous-performé en début janvier 2022. Et après, sinon, ça a quasiment tout le temps été en dessous. Par rapport au 440, c'est pas forcément une très très bonne action. Pas assez solide en tout cas. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur OCI. Après, encore une fois, c'est un avis très survolé, assez rapide. Maintenant, ce que vous devez faire vous de votre côté, comme toujours, quand vous regardez les analyses, c'est vous prenez quelques infos. Si vous voulez aller plus loin, après il faut faire vos propres recherches et pousser les choses un petit peu plus loin sur la société. En tout cas, pour ma part, sur celle-là, je trouve que le dossier il est un petit peu compliqué en termes de fondamentaux et je vois pas les dividendes d'être tenus comme ça définiment, surtout s'ils vont prendre l'habitude d'aller faire de la dette pour verser des dividendes. C'est pas forcément, c'est vraiment le genre de société qu'il faut éviter. Je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo.